ne dormons plus. Nous sommes en veille. Ce matin, c'est mon ami à l'autre bout du monde qui m'a réveillée. On a tous redéfini l'espace-temps. Plus loin, plus proche, l'absent est présent. L'inconnu est notre meilleur ami. Simplement au vibreur, je reconnais Facebook, WhatsApp, Skype, Twitter, Instagram, messages, photos, infos, mails, musique, jeux, rencontres, ciné, banque, transport. La planète entière au creux de ma main. Je me rappelle avoir rêvé de cet objet quand j'étais petite. Un écran pour regarder la télévision caché sous ma couette. Pouvoir appeler mes amis quand je veux et où je veux. De la musique que j'amènerai partout avec moi. Aujourd'hui, c'est notre quotidien. Avoir une vidéo entre les mains, dans le bus, à table, dans le train. Un écran plus petit, un plus immersif, 1, 2, 3 écrans. Cet écran qui n'en est plus un. Une réalité virtuelle ou augmentée. Notre divertissement omniprésent. Des expériences, toujours plus d'expériences. Nouvelles, ludiques, interactives, informatives, collectives. En un seul geste, je peux faire pousser, récolter, livrer mon repas de ce soir. Demain, il paraît même que je pourrais l'imprimer. Notre nutrition réinventée. Bientôt, mon téléphone me soignera. Il me permettra de calculer, suivre, contrôler et prévoir mon bien-être. Notre santé prédictive. Pourra-t-on vivre 1000 ans? Voudra-t-on vivre 1000 ans? Chaque question trouve maintenant sa réponse en ligne. Un savoir immense au bout des doigts. Des possibilités infinies pour apprendre. Notre éducation universelle. Tout est là. Tout existe. Toujours plus grand, toujours plus petit. Toujours plus puissant. Toujours plus artificiel et toujours plus naturel. Toujours plus connecté. toujours plus partagé. Toujours plus simple. Toujours plus complexe. Comme des hommes. Un môme de 15 ans, ça lui pose pas un problème de regarder un long métrage sur la taille d'un téléphone portable. 5 milliards de mobiles sur Terre et de smartphones, eh bien, on va basculer dans un monde du divertissement, un monde de la connaissance, un monde de la culture et aussi des valeurs qui va d'abord passer par la paume de votre main. Toutes les technologies numériques, on voit bien, vont changer, a priori, je pense, dans les années à venir, l'engagement et le rapport qu'on a à un certain nombre de contenus par des technologies plus immersives qui rapprochent les expériences culturelles beaucoup plus du corps, des émotions. Moi, je crois qu'on va passer par une étape où il va y avoir plusieurs standards, plusieurs formats, plusieurs tranches d'âge qui vont consommer les médias de manière un peu différente et que tout ça sera réuni effectivement in fine quand on aura des dispositifs d'abord d'immersion visuelle qui soient extrêmement légers, disons, un casque de réalité virtuelle vraiment très léger qui ne pose pas de problème plus que ça, aussi léger que ces lunettes-là, et que si je ferme les yeux, avec un dispositif où je vais voir une image totalement virtuelle. La finalité, c'est bien de mettre une personne dans une activité sensorimotrice dans un environnement artificiel. Alors que ça soit pour des applications de santé, de conception de produits, de comprendre l'architecture d'un bâtiment, peu importe. Mais il s'agit de mettre une personne en action. Mais ça touche aussi à l'organisation globale, l'organisation du travail, l'organisation de la distribution, en faisant intervenir des concepts qui sont forcément numériques, qui sont l'arrivée, la compréhension du big data, l'intelligence artificielle. On est dans un monde justement où il y a de l'hyper-choix, il y a de plus en plus de contenu. Et donc dans cet hyper-choix, forcément derrière, il y a une hyper-personnalisation. Et cette hyper-personnalisation, elle passe à travers les algorithmes. Ce mot algorithme, d'abord, il est devenu bien à la mode ces derniers temps. C'est un peu le mot qu'on retrouve dans tous les domaines. Et dans ce domaine du divertissement, de la culture, en quelque temps, c'est devenu la réponse à la capacité à créer des services et une expérience d'utilisateur, une promesse en fait, d'expérience utilisateur de bonne qualité, avec une grande valeur ajoutée. Et c'est là où c'est souvent un petit peu compliqué, c'est l'algorithmie est souvent lié au modèle de revenu. Et pas seulement à la pure personnalisation ou essayer d'apporter quelque chose à l'utilisateur. Les contenus culturels, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, c'est des choses qui sont très particulières parce qu'elles ont
un rôle dans la construction de ce que vous êtes, de votre identité et de votre relation aux autres. Donc c'est vrai que c'est des domaines qui sont quand même assez sensibles, dans le sens où il y a un rapport de l'individu qui est très fort à ces contenus. C'est pour ça aussi qu'on considère qu'un peu de transparence, un peu de maîtrise donnée aux utilisateurs sur ce qui est collecté et ce qu'en font ces plateformes, même si c'est très bien d'offrir de la personnalisation et de la recommandation, c'est important parce qu'on est dans un domaine qui n'est pas neutre. On est dans un monde où il va falloir être de plus en plus conscient des algorithmes. Et donc pour ça, ça doit passer vers plus d'explicativité, plus de transparence. Il faut recréer de la friction, il faut recréer de la surprise et il faut surtout recréer de l'équilibre entre l'algorithme et l'esprit humain. L'esprit humain, c'est justement un esprit de pensée latérale. C'est ce mélange des deux qui est fécond. On est dirigé vers dans une voie où on ne va rien découvrir de nouveau qui nous aurait peut-être plu. Donc ça peut générer quelque part à la fin un ennui ou en tout cas une non-découverte qui peut être très pénalisante. On a ce besoin-là d'être ensemble et de vivre des émotions ensemble. La technologie doit devenir la plus discrète possible. Elle doit s'effacer. L'Internet doit devenir un ami qui nous connaît bien. Et donc, par la personnalisation, les algorithmes, les bases de données, mieux comprendre, mieux anticiper nos désirs, nous surprendre, créer un peu de disruption dans le système, que ce ne soit pas des autoroutes lisses et calculées d'avance. Et puis voilà, essayons de mettre aussi de la pédagogie, essayons de mettre du vivre ensemble, essayons de mettre de l'ouverture d'esprit, essayons encore une fois de permettre au divertissement d'être plein de sens, parce que sinon on pourrait rater des étapes et le regretter ensuite. L'Occident, Amérique du Nord, Europe, c'est 1,3 milliard d'habitants. 50% de la population du monde est dans un cercle qui va du Japon, la Corée, la Chine, l'Inde et l'Indonésie, avec très très peu de terres cultivables. En tout cas, pas autant qu'ils en ont besoin. Il y a deux gros défis en ce moment. Le premier, c'est celui dont on parle beaucoup, c'est comment on va faire pour nourrir 10 milliards de personnes en 2050. Vous avez aussi de plus en plus de personnes qui sortent de la pauvreté, donc qui accèdent à la classe moyenne et qui entrent dans une phase de transition alimentaire. Donc en clair, ils mangent plus de produits issus de l'élevage, produits laitiers, viande, et plus de produits transformés par l'industrie agroalimentaire. Et le deuxième qui va en parallèle, en fait, c'est que le problème, c'est qu'on doit à la fois nourrir plus de personnes, mais de manière beaucoup mieux qu'aujourd'hui, parce que si on parle déjà juste d'aujourd'hui, les gens ne sont plus du tout satisfaits de la manière dont ils sont nourris. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va partir sur quelque chose qui est de la qualité, avec quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, qui était la traçabilité ? C'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Pour nourrir cette population de plus en plus nombreuse et de plus en plus avide de produits carnés, effectivement, il va falloir trouver une solution, parce que dans l'état actuel des choses, si les classes moyennes indiennes, les classes moyennes chinoises, les classes moyennes brésiliennes se nourrissent autant de viande qu'aux États-Unis ou en Europe, ça ne pourra pas tenir, on le sait. Comment est-ce qu'on gère tout ça ? Comment est-ce que dans cette économie où on surproduit, forcément on surconsomme, mais maintenant on commence à prendre conscience de notre consommation et de ce qu'il faut faire ? Consommer local, c'est un devoir citoyen. Produire global, c'est une mission globale des paysans. Donc le défi pour moi numéro 1, c'est nourrir la ville avec des produits de qualité et du coup essayer de la nourrir en ville. Il y a une sorte de retour un petit peu et de la nature et de la campagne et de l'agriculture dans la ville, avec des espaces dédiés, des toits qui sont végétalisés, des restaurants qui vont faire leurs fraises ou d'autres produits sur leur toit et qui vont les récupérer. Je trouve que c'est topissime, parce que tu as un cycle de vie d'un produit qui est, quand c'est un produit naturel, beaucoup plus court qu'un cycle de produit, le même produit industriel. L'avenir est probablement dans les fermes urbaines. Donc en fait, ce qu'on peut appeler ferme urbaine, c'est tout simplement la production de fruits et légumes en ville, dans un environnement urbain. Tout simplement pour reconnecter
le consommateur avec la production. Les consommateurs ont perdu le lien à la terre, ont perdu le lien au producteur. Pourquoi est-ce que nous, les chefs, on dit que c'est hyper important d'aller chercher de la proximité? C'est pour 2 raisons. D'abord, pour ne pas perdre un savoir-faire qui est essentiel. Parce que nos petits producteurs autour de nous, ils meurent parce qu'ils ne sont pas dans les standards de l'industrie agroalimentaire. Ça répond aussi à des besoins de produits frais, de produits sains, de produits sans pesticides, sans OGM. Donc ça répond à un certain nombre de tendances. Économiquement, on s'y retrouve en plus, parce que tu as beaucoup moins d'intermédiaires. Tu as un cycle qui est un cycle de livraison qui est relativement court, et tu as un cycle de consommation quand tu sais gérer tes stocks. Moi, je suis persuadé, et même si on élargit au-delà de la nutrition, que le grand débat du XXIe siècle sera le débat entre le tout techno et le no-tech. Indépendamment d'avoir un besoin qui est un besoin physique pour vivre, l'humain, il a besoin de quelque chose de plus. Il a besoin du plaisir. Il y a ce besoin d'un retour à savoir ce que l'on mange, comment ça a été fabriqué, comment ça a été conçu, qui a été la bête, qui est le producteur. Et donc ce besoin de circuit court, le bio qui explose à tel point qu'en France, l'offre ne parvient pas à suivre la demande. Mais je pense que ce moment-là où on réussira à faire cet équilibre entre le plaisir et la technologie, on aura réussi à passer le cap du futur de la consommation en termes de food. Pourquoi la médecine échapperait-elle au choc de la technologie? L'arrivée des GAFA, de Google, d'Amazon, Facebook, Apple dans la santé est en train de faire rentrer la santé dans l'inconscient des gens. C'est que ça devient un truc, mais tu n'y réfléchis plus. Tout le monde sait ce qui est bon pour soi. La médecine personnalisée, assistée par l'intelligence artificielle, est le tombeau des docteurs. L'ère du ce qu'on appelait capital equipment, où tu payais 30 000, 40 000, 50 000 euros pour une énorme machine que tu mettais dans l'hôpital, ça c'est révolu, c'est fini. On a déjà basculé à ce qu'on appelle l'industrie du wearable, où tu choisis d'acheter un appareil et d'utiliser pour toi-même, mais la prochaine génération est en train d'arriver, ce qu'on appelle de forgettable technology, de technologie qui s'inscrit dans ta vie de tous les jours sans même que tu en sois conscient. Et le mobile est en train de vraiment apporter cette révolution, parce qu'on met de plus en plus de fonctions sur le mobile, qui est l'instrument avec une ubiquité totale, où presque tout le monde a un téléphone portable. Les médecins aujourd'hui, ils ne sont pas tous largués, c'est-à-dire qu'il y a 2 populations. Il y a ceux qui s'y intéressent à côté de leur pratique, et donc qui commencent vraiment à entrer sur la scène. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas forcément l'intérêt premier pour le sujet du numérique, par exemple, et qui, effectivement, sont encore dans l'ancien modèle. Il faut savoir que les études de médecine, elles n'ont pas changé depuis des années et des années. Les études médicales font comme avant, elles forment les médecins pour la médecine de 1990, mais pas pour la médecine de 2040. Aujourd'hui, un médecin, on apprend sur des bouquins. Donc, par exemple, moi, la ponction lombaire, donc c'est la piqûre qu'on fait dans le dos, là, dans le rachis. Donc, j'ai appris ça avec 3 petits schémas et puis un petit texte sur un bouquin. Puis un jour, j'étais en stage, on m'a fait regarder une fois une ponction lombaire, puis on m'a dit, vas-y, c'est à toi. Le médecin va devenir une assistante sociale, un psychologue. Il nous tiendra la main quand nous mourrons. Il nous rassurera, mais le rôle technique sera réalisé par l'intelligence artificielle. Progressivement, sur 20 à 30 ans, c'est un processus qui va être graduel. À la fin, le médecin signera des ordonnances qu'il n'a pas conçues. Le rôle du médecin sera toujours là, mais il faut qu'il adapte ses méthodes pour en fait prendre avantage de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui est nouvelles technologies digitales, on peut créer en fait des mannequins qui ressemblent vraiment à la réalité, avec un dos, et on va sentir la peau comme on sent la peau, les épines du rachis comme on sent les épines du rachis, et puis on va pouvoir s'entraîner à faire le geste sur le mannequin jusqu'à ce qu'on y arrive bien, qu'on sente qu'on maîtrise, qu'on a compris ce que c'était que ce geste, et ensuite on pourra aller le réaliser dans la réalité. On assistera
dans le cadre de la médecine personnalisée, à un transfert relativement rapide sur 15 à 20, 25 ans du pouvoir des médecins vers l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle n'existe pas. Ce sont les propriétaires de l'intelligence artificielle qui auront le pouvoir. C'est-à-dire les géants du numérique comme Google, Apple, Facebook ou Baidu, Alibaba, Tencent en Chine. Il faut, je pense, dans les 2 ou 3 prochaines années, démystifier la santé connectée. Parce que de toute façon, elle est arrivée, la santé connectée. Et dans 2 ou 3 ans, il sera impossible d'acheter un objet qui n'est pas connecté. Ça s'inscrit dans la vie, dans les mœurs et les attentes de tous les consommateurs. Le fait qu'aujourd'hui on puisse collecter de la donnée, beaucoup plus de données qu'avant sur les patients, ça va changer la façon dont on pratique la médecine. C'est des données auxquelles on n'avait pas du tout accès avant. La santé connectée n'est certainement pas une santé pour tous. Ça va, dans le futur, être une santé pour chacun. Ça va nous permettre de faire des solutions individualisées pour chaque personne qui vont leur permettre de eux-mêmes gérer leur santé. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui est, au-delà de réparer, de vouloir augmenter l'homme. C'est-à-dire d'aller au-delà des capacités naturelles et de bonne santé de l'homme. Le futur, ce ne sera pas de gérer les maladies, mais de gérer le patient, de convaincre le patient de lui-même commencer à regarder ses données, à s'impliquer dans ses données et ensuite de les partager avec son médecin. Les médecins, en fait, aujourd'hui, ils ont l'impression d'être là encore pour réparer, et puis on n'y arrive pas encore totalement, et qu'on n'est pas là pour augmenter. Donc est-ce que ce sera un autre type de médecin qui sera là pour augmenter? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce n'est pas le rôle premier du médecin. La médecine prédictive, c'est-à-dire de rechercher nos prédispositions aux maladies dans l'analyse de notre ADN, est une évolution majeure des 20 prochaines années. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la technologie évolue tellement rapidement qu'il est presque devenu impossible d'imaginer ce qui va se passer. Parce que tous les jours, on a des nouveaux trucs qui nous font penser d'une manière différente, qui changent complètement les bases de notre pensée, surtout avec ces nouvelles technologies qui sont l'ADN, qui sont la nanotechnologie, où soudainement on va réaliser, mais c'est incroyable, je peux faire un truc, je peux complètement changer le futur de la médecine. Il y aura des changements radicaux dans l'organisation du monde du travail, car à n'en pas douter, l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine dans des secteurs de plus en plus larges. Et la médecine n'y échappera pas. Le système éducatif français a été conçu à une époque où les exigences, les attentes de l'éducation et le monde étaient complètement différents. Les élèves d'aujourd'hui sont des élèves hyper connectés, sont des élèves qui ont dans la main un outil extrêmement puissant de communication, d'échange. Et c'est vrai que l'éducation nationale a besoin de s'adapter à cet élève qui n'est plus le même. Les élèves vont très vite sur les espaces numériques, chez eux, ils apprennent des manières différentes d'apprendre, mais aussi des façons différentes d'envisager le savoir. Il y a des nouvelles formes de sociabilité qui se construisent, même des nouveaux rapports à l'identité. Il y a certainement certaines modalités pédagogiques qui mériteraient, de notre point de vue, d'être testées au sein de classes, au sein de certaines écoles. Et le problème, c'est que les enseignants n'évoluent pas aussi vite. Donc c'est très important de les accompagner dans cette évolution. On a un discours général tout en haut qui est clairement tourné vers le numérique, l'innovation, avec beaucoup de communication souvent très bien faite, c'est très bien. On a au niveau local des enseignants avec des profils très différents dont certains vont aller expérimenter des choses en effet dans cette idée-là. Et puis on a un milieu notamment hiérarchique, qui pense d'abord au cadre dans lequel s'inscrit l'école, aux règles, à la sécurité, et qui peut, en effet, freiner les choses qui viennent d'en bas. Oui, il y a de jeunes enseignants, et des moins jeunes d'ailleurs, qui sont curieux du numérique, qui ont envie d'innover. Eh bien, il faut qu'ils aient la liberté d'innover. Il est très important que toute personne qui a envie de tenter des expériences puisse le faire. Alors, je pense qu'en utilisant les outils numériques dans nos classes, ça va également mettre un pied de l'élève dans cet espace justement de création, de collaboration, qui est évidemment pour moi l'aspect le plus intéressant d'Internet. En janvier 2016, l'ONU est venue condamner le gouvernement français pour sa non prise en charge en milieu scolaire des enfants touchés par l'autisme.
Quand l'ONU vient quelque part pour dire qu'il y a un problème, c'est généralement qu'il y a un gros problème. L'intégration des élèves handicapés devrait être aujourd'hui une priorité, est une priorité dans l'institution scolaire, et les logiciels peuvent beaucoup aider des enfants qui ont des handicaps moteurs, des handicaps sensoriels, des handicaps psychiques. Ça aide les enfants qui ont des différences parce qu'il n'y a que la scolarisation qui les aide à s'intégrer dans la société derrière. C'est prouvé par les pays comme la Suède, par les États-Unis, par tous les pays d'Europe en fait, ou du monde à part la France. Le numérique peut apporter beaucoup, mais à condition de savoir l'utiliser pour ce qu'il peut apporter. Hein. Et pour ça, il faut évidemment le connaître. Le numérique, il vient aider comme un outil, mais ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas la réponse à tout. Enfin, il faut d'abord savoir l'utiliser et puis il faut avoir envie de l'utiliser avec les gens qui sont différents. L'urgence, c'est que les enseignants soient mieux familiarisés avec tout ce que le numérique permet, de manière à pouvoir l'utiliser à la fois en fonction de leur centre d'intérêt personnel et puis aussi en fonction des difficultés qu'ils voient chez leurs élèves. De notre point de vue, le numérique est l'un des éléments qui peut accélérer ou en tout cas catalyser, potentialiser de fortes évolutions dans l'éducation. On sait que les métiers les plus demandés dans 10 ans, personne n'en a idée aujourd'hui, donc aider les élèves à savoir ce qu'ils ont envie de faire, à devenir créatifs, à devenir autonomes, à être capables de critiques constructives dans des espaces collaboratifs, de leur manière à les accompagner dans l'invention de leur propre métier. C'est aussi comme ça qu'on forme des travailleurs et des citoyens libres, en tout cas émancipés en partie et autonomes parce qu'ils sont eux-mêmes acteurs de leur progression, de leur formation. Mais vous voyez bien que pour faire tout ça, il faut évidemment que les enseignants changent de logiciel, on pourrait dire, c'est-à-dire envisagent autrement la manière que peuvent avoir les élèves de construire ensemble leur savoir à travers de nouvelles méthodes d'apprentissage et de relations et de communication. Tout se transforme vite, très vite. La technologie commence seulement à faire son entrée dans nos vies. L'humanité tout entière est en pleine transformation. Révolution, mutation, ébullition. Nous évoluons comme des hommes.